Alors, chers amis, comme l'a dit Michel, l'objectif, c'est de faire un point sur un certain nombre de sujets européens qui donnent lieu à projet ou à débat sur projet. Vous voyez où on va venir. Alors, il y a d'abord, effectivement, l'Instant Payment qui est en phase de déploiement et un des grands sujets, c'est justement les modalités de déploiement suite à l'IP Regulation. Donc, effectivement, c'est un des sujets qu'on va aborder. L'autre sujet, bien entendu, et qu'on va aborder en premier, c'est Wero, puisqu'on est à la veille du lancement du projet. Ce sont des projets décidés et on va voir maintenant comment ça va démarrer et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur déploiement. Il y a deuxièmement des projets qui effectivement sont en gestation. En gestation, c'est-à-dire qu'il y a des débats sur leur opportunité, leurs modalités, toute une série de questions de rôle d'acteur, etc. C'est bien sûr le débat autour de l'euro numérique, mais pas exclusivement. C'est aussi autour du débat sur la carte bancaire, le futur de la carte bancaire en Europe. Et le troisième sujet, ce sont des sujets qui sont en devenir, pour lesquels aujourd'hui le débat n'est pas complètement finalisé. En tout cas, on sait qu'il est sur la table, mais sur lequel on ne sait pas quelle forme cela peut prendre au niveau européen. En tout cas, probablement des formes multiples. Et cela concerne, on l'a vu ce matin dans l'intervention de Bertrand Dumont, autour des sujets de sécurité qui sont devenus, et d'ailleurs Éric Ducolombier y est revenu, tout le monde est bien revenu sur ce fait que depuis l'adoption de la RPS, effectivement, ce sujet de la sécurité prend de l'ampleur. Il y a des choses en cours et il y a des choses en devenir. Il y a des nouvelles réglementations qui apparaissent. C'est le cas de IDAS 2. D'ailleurs, Stéphane Mui est avec nous. Peut-être qu'on pourra lui passer la parole quelques minutes tout à l'heure. Et puis, il y a aussi tout le débat autour de l'intelligence artificielle et aussi sur le quantique qui peuvent impacter fortement tous ces sujets de paiement. Voilà, beaucoup de sujets. Donc on va essayer de faire le point sur toutes ces facettes. Et je passe la parole à mon ami Mohamed Moussou, qui est donc président, directeur général et chef exécutif et tout à la fois de Monécor, et qui est aussi surtout sponsor de l'événement et grâce à qui cet événement a lieu. Mohamed, je te passe la parole pour commencer notre premier tour. Bah, si tu l'as pas, voilà. On commence par la première. Ah, le micro, mais t'en as un là. Voilà. Je crois qu'il peut me demander ce qu'il veut. Merci Hervé. Donc, on va commencer directement par le projet Wero avec Martina, s'il peut nous dire l'état des lieux du projet, où est-ce qu'on est. Voilà, je vous pose la parole. Oui, bonjour. Oui, on peut faire ça. Oui, l'état des lieux. Donc, dans la salle, il y a beaucoup qui sont en train de travailler avec nous. Je suis absolument ravie que vous soyez venus nombreux parce que c'est un grand travail et je sais que ce travail est très intensif pour les banques comme pour nous. Mais ensemble, oui, on va lancer fin juin pour les premiers donc qui démarrent, et pendant tout l'été jusqu'en octobre pour les derniers, les banques françaises vont démarrer comme par ailleurs en Europe, les banques belges, les banques allemandes. Ensuite il y aura, comme vous le savez, dans une deuxième vague les banques néerlandaises. Mais donc ça sera le lancement P2P très important pour lequel on avait fait le POC l'année dernière. Et l'autre grand élément qu'il faut quand même noter, c'est que nous sommes maintenant licenciés par la Banque nationale de Belgique comme AISP, PISP. C'est important. Donc, ce qu'on peut dire sur le projet, oui, on avance, on finalise cette implémentation pour le premier cas d'usage et on est en préparation pour le deuxième, c'est-à-dire l'e-commerce, où on fera un premier cas test en fin d'année en Allemagne, en e-commerce end-to-end. Donc, ça, c'est les grandes étapes, je dirais, pour cette année. Et l'année prochaine, on voudrait lancer vers l'été le e-commerce à grande échelle. Voilà ce qu'on peut dire sur Wero. D'accord. Vous pouvez ajouter un mot sur la partie paiement de proximité, peut-être? Là, c'est perspective. Je pensais qu'on parlait de l'État. Oui, effectivement. Donc, à vrai dire, une fois qu'on aura implémenté l'e-commerce, ce qui manquera, c'est l'intégration système caisse des grands retailers ou des magasins.
C'est pas prévu avant 2026. On pourra avoir quelques cas d'usage particuliers avant, où l'intégration est moins compliquée, mais il faut bien avoir un certain rythme. On peut pas tout faire en même temps, et on approche donc le marché en passant par ce chemin P2P, e-commerce, P2Pro, et ensuite le paiement physique. D'accord, très bien, parfait. Donc, toujours dans le cadre des projets qui ont déjà été décidés, on passe à toi, Pierre-Antoine, si tu peux nous dire un mot sur la partie IP. Pierre-Antoine, il est juste là. Alors, bon, on parle pas du tout de la même chose, hein, puisque c'est compliqué de parler devant une audience qui est assez pointue sur le sujet, mais le virement instantané, le SCT Inst, il est déjà déployé évidemment depuis la DSP2. L'enjeu du moment, alors évidemment il y a une connexion avec EPI, hein, puisque EPI va s'appuyer sur les rails du virement instantané, donc ça va être un vecteur important. Et au-delà de ça, on sait tous que le virement instantané est considéré par les autorités européennes comme la méthode de paiement d'un point de vue technique principale, souveraine, par rapport aux schémas de cartes internationaux, donc sur lesquels le pays va évidemment s'appuyer. Et donc, comme la plupart d'entre vous le savent, il y a tout un paquet réglementaire qui est en cours d'adoption pour faciliter et pour faire monter en puissance le paiement de l'IP. Donc autour du business model, hein, avec l'alignement du prix de l'IP sur le prix des virements traditionnels, avec des autorités qui ont gentiment fait une photo du prix des virements traditionnels pour dire que c'était la référence, donc ce qui évidemment n'arrange pas beaucoup les banques. Il y a une obligation de ce qu'on appelle de reachability, c'est-à-dire que toutes les institutions financières doivent pouvoir émettre et recevoir des virements instantanés, ce qui n'était pas le cas jusque-là, hein, donc ce qui limitait l'utilisation de l'IP. Et puis le troisième volet qui est très important, c'est tout ce qui tourne autour de l'open banking, puisque l'open banking est quand même un des principaux vecteurs de virements instantanés, et que la réglementation de la DSP2 était quand même encore assez floue sur les API. Elle était assez floue et assez limitative sur le nombre de comptes qui pouvaient être éligibles à l'open banking. Et donc là encore, on a une marche en avant qui va poser pas mal de problèmes et pas mal de questions, mais on a une marche en avant réglementaire pour pousser au développement du virement instantané dans les paiements. Est-ce que aussi vous pouvez nous ajouter un point sur votre implication forte dans Wero, pour rebondir sur le point de Marine? Alors, je pense qu'on est effectivement un certain nombre à passer beaucoup de temps, hein, sur l'implémentation, puisque maintenant on parle d'implémentation. Le premier sujet, c'est le P2P, hein, comme l'indiquait Martina. Pour tout vous dire, on a une task force au niveau exécutif chaque semaine, puisque Wero a vocation à remplacer Pélib. Donc on a quand même énormément d'enjeux de continuité du service et de qualité du service pour nos porteurs. Donc on a des montagnes de sujets et les équipes de pays sont extrêmement mobilisés et sollicités par toutes les banques, et notamment les banques françaises. On a une coordination entre les banques françaises qui se passe, je pense, très bien. Et puis, on commence à travailler ardemment sur e-commerce. Donc, évidemment, la clé, c'est que le wallet P2P soit bien adopté, parce que c'est ce qui fera l'adoption en e-commerce, c'est le fait que les commerçants voudront bien effectivement déployer EPI en e-commerce. Donc ça, c'est pour ça que le lancement d'EPI en P2P est clé. Et en e-commerce, on est sur une solution qui est très ambitieuse, puisque le parti pris d'EPI qu'on soutient, c'est d'avoir un produit qui soit au moins du même niveau que la carte, pour que les commerçants aient effectivement envie d'utiliser EPI. Donc on ait les mêmes parcours, les mêmes use cases de paiement différé, etc.
Donc ça fait que l'architecture de pays en e-commerce est assez compliquée, est assez sophistiquée, et donc ce sont des projets qui sont assez lourds pour l'ensemble des établissements qui vont les adopter. Mais donc on travaille là encore la main dans la main avec EPI où tous les collaborateurs qui parlaient pas français commencent à bien parler français tellement on est pénible avec eux. Merci Pierre-Antoine. On va se tourner vers Jacques, puisque autour de l'IP, bien sûr, il y a toute une série de sujets, notamment le sujet de la sécurité. Jacques, tu participes à ces travaux, nous fais un petit point sur l'avancement sur ces sujets. Oui, enfin, je vais commencer quand même dans la droite ligne de ce que Pierre-Antoine vient de dire sur la partie IP. Je pense que l'IPR, c'est à la fois j'aime bien le sens de la formule, une rationalisation, une évolution et une révolution. Alors une rationalisation, Pierre-Antoine l'a un peu abordé, c'est on met les SCT Inst à peu près au même niveau que les SCT, puisque ce sont les mêmes canaux d'acquisition, ce sont les mêmes fonctionnalités, accessoirement les mêmes tarifs, mais je le dis un petit peu plus bas. Et donc là, on est dans la rationalisation. Sauf que le diable se cache dans les détails, comme d'habitude. Et il y a des impacts quand même assez forts sur cette partie IP, notamment les règles de ce qu'on appelle de refunding si le paiement n'a pas été exécuté in due time. Mais c'est bien, ça veut dire que on a déjà basculé dans l'ère quantique avec l'ubiquité où l'argent est à la fois sur le compte du destinataire et a été restitué sur le compte du donneur d'ordre. C'est assez original, mais je pense que ça va quand même poser pas mal de problèmes. Et au sein de l'EPC, auquel participe quand même pas mal de groupes de travail, ça pose quand même un certain nombre de questions. Le principe, c'est si au bout des 10 secondes, on n'a pas la confirmation de réception des fonds, eh bien, le PSP doit régénérer les fonds sur le compte du donneur d'ordre. Sauf que si l'argent il est déjà malgré tout arrivé sur le compte de bénéficiaire, ça s'appelle la création monétaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que le diable se cache dans les détails. Bon, évolution, l'article 4 du projet de loi porte sur les sanctions, bon, avec tout le détail de toutes ces histoires de sanctions qui sont assez compliquées parce que ça n'exonère pas les banques de continuer à appliquer les listes OFAC, etc. Je passe rapidement. Et puis, il y a quand même ma petite révolution que j'aime bien qui est celle de l'IBAN name check ou verification of pays. Et ça, c'est quand même une révolution parce que, bon, on parlait de l'IP, il y avait un tiers des banques qui n'avaient pas encore mis en place l'IP, ouais. Sanctions, screening, là aussi, il y a quand même la plupart des banques l'ont mis en œuvre. Le vrai problème, maintenant qui s'affiche devant nous, c'est l'IBAN name check, parce que là, il y a très peu de banques qui sont concernées et qui connaissent le fonctionnement du système aujourd'hui, et il va falloir raccorder 4000 banques européennes pour pouvoir faire de l'IBAN name check. Et nous n'avons que 18 mois. Merci. Merci. Donc là, on va passer sur la deuxième partie de la première question, sur les projets en gestation. Donc on va donner la parole à Alexandre. Donc pour nous parler de l'euro numérique du détail. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il n'y a jamais de bonne conférence sans parler d'euro numérique ces temps-ci, je pense. Donc on va donner un petit état des lieux de là où on est. Je pense qu'il y a deux axes principaux que vous connaissez, qu'on va essayer de résumer. Le premier, c'est ce qui se passe d'un point de vue législatif. Ça, c'est quand même un élément structurant, fondateur. On a un débat démocratique, j'en avais parlé ici il y a déjà quelques mois, qui s'est engagé, qui évidemment est mis un petit peu au ralenti avec les élections européennes. Ça, c'est pour le volet parlementaire, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Vous avez pu voir notamment des projets de rapport et également de nombreux amendements, des centaines d'amendements qui ont pu être déposés sur le texte qui avait été proposé par
par la Commission, par les services de la Commission l'année dernière. Donc ce débat démocratique commence, il a largement débuté et il s'intensifie également au niveau des États membres. Donc pour nous en France, c'est évidemment le Trésor, Bercy, que l'on soutient d'un point de vue plus technique. Les différentes working parties au niveau du Conseil ont été enclenchées l'année passée, sont en cours encore aujourd'hui sous présidence belge et vont continuer sous la présidence hongroise. Donc on a ce premier axe qui est un axe absolument important qui va durer, qui, on peut l'espérer, mais ça devient un peu compliqué d'imaginer et de se projeter, mais qui va probablement au moins durer jusqu'à fin 2025. Il restera à voir évidemment la tournure d'un certain nombre de points plus ou moins techniques, mais plus ou moins fondamentaux aussi sur ce qu'est l'euro numérique et sur la réponse qu'il propose en tant que monnaie accessible pour tous les citoyens. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième, c'est celui du projet, on va dire, sur un volet beaucoup plus technique. Vous le savez, nous avons terminé une première phase dite d'investigation en octobre dernier. Et nous avons depuis commencé une phase dite de préparation avec une première étape qui, sans trop de surprises, est concomitante à ces débats législatifs, donc qui va elle aussi durer jusqu'à à peu près fin 2025. On reviendra évidemment là-dessus au printemps prochain pour savoir si on est dans les bons timings, et qui va servir cette phase-là, d'un point de vue des banques centrales et de l'équipe projet de la BCE, à affiner finalement beaucoup des choses qu'on a pu regarder d'un point de vue déjà technique aujourd'hui. L'architecture, et savoir cette architecture d'un point de vue des banquiers centraux, comment on peut fournir cette infrastructure, ce squelette qui servirait pour un euro numérique dans son moteur de règlement, dans ses données qui seront disponibles, dans sa lutte contre la fraude également. Et puis c'est un partenariat qui sera avec les acteurs privés. Donc vous l'avez vu, il y a aujourd'hui des appels à propositions, une première présélection qui est en cours des acteurs privés, qui va continuer tout au long de l'année 2024 pour arriver à sortir des offres qui soient des offres réalistes et réalisables sur des parties qui sont beaucoup plus dans les mains des acteurs privés, comme par exemple l'application euro numérique, mais c'est pas le seul composant auquel on peut penser. Alors c'est une partie assez technique, mais qui pour elle va s'accompagner à un autre niveau de questions beaucoup plus fondamentales. On a aujourd'hui au niveau des banquiers des questions tout à fait légitimes sur par exemple la stabilité financière, l'impact de l'euro numérique sur une éventuelle fuite des dépôts et donc la calibration des éventuelles limites d'usage, d'utilisation, voire de dépôt sur un euro numérique. On a commencé ces travaux-là. Vous savez qu'en 2019, on avait fait déjà quelques études, mais bon, ça date. Il y a un environnement aujourd'hui des taux, notamment, qui est un tout petit peu différent, donc il est nécessaire de mettre tout ça à jour. On y travaille côté Banque de France, avec les collègues de la CPR, évidemment. Et puis, on a entrepris avec les collègues BCE, de l'Eurosystème et les superviseurs, donc du mécanisme de supervision unique, un vrai programme de travail jusqu'à peu près mars-avril de l'année prochaine, qui va consister à regarder de manière très granulaire, mais aussi très vaste au niveau européen, avec les banques, avec les différentes banques et leurs différents profils. Ce sera très important de considérer vraiment tous les types de profils des banques. On n'a pas la même chose partout en Europe, d'un pays à l'autre et au sein du même pays. Cet impact sur les ratios de liquidité à court terme, à moyen terme, pas rentrer dans les acronymes que certains connaissent, mais en tout cas c'est un élément important, et puis aussi sur la rentabilité des banques. Donc une étude fondamentale, très importante, qui sera autour de l'impact sur la stabilité financière d'un éventuel euro numérique. Et puis on a des questions qui sont de plus en plus résolues, sur lesquelles on avance, sur par exemple la confidentialité. On a aujourd'hui des travaux avancés qui vont devoir se poursuivre sur la confidentialité très élevée que l'on voudrait atteindre avec un euro numérique, notamment s'il est là pour miroiter finalement le cash, donc dans une fonctionnalité totalement hors ligne. Ça, ce sont des choses qu'on pourra poursuivre avec les acteurs privés, notamment ceux dont j'ai pu parler tout à l'heure, qui seront sélectionnés pour aider à fournir ce type de composants. Puis il y a aussi dans le mode de fonctionnement, on va dire classique d'un euro numérique à distance, cette capacité peut-être d'avoir une privacy qui soit aussi sélective, donc d'être un peu plus privé que des solutions de paiement numérique aujourd'hui. On le fera tout ça avec les acteurs de marché.
Donc on le fera notamment en poursuivant l'exercice d'interaction et de collaboration qu'il me semble il faut intensifier, il faut ouvrir encore plus au sein de l'ERPB, l'Euro Retail Payment Board, également au sein des travaux qui sont engagés autour du scheme euro-numérique, donc avec le Rulebook Development Group. Vous l'avez vu probablement, il y a de nombreux appels à candidature. On le sait qu'il y a des Français qui sont impliqués dans ces différentes workstreams. C'est beaucoup, c'est un gros effort, mais il est nécessaire de pouvoir continuer à le faire. Je terminerai peut-être sur un point, mais pas être trop long, mais c'est important aussi. On va de nouveau réitérer un certain nombre de pilotes, d'expérimentations et de contacts au plus près des utilisateurs finaux, que sont les commerçants d'un côté et les consommateurs de l'autre. Parce que les banques, évidemment, seront très importantes dans le système euro-numérique s'il vient à voir le jour, mais il faut que les consommateurs et les commerçants soient aussi dans le jeu. Donc on ira au plus près de ces interlocuteurs-là pour mieux comprendre comment cet euro-numérique peut être accepté, utilisé et très inclusif dans un monde de plus en plus digital. Donc voilà, pour un résumé en quelques mots. Merci Alexandre, parce que c'est vraiment une prouesse de synthétiser effectivement l'état du projet, mais c'est bien, ça va nous permettre d'aborder l'ensemble des facettes. Jacques, toi tu es notre représentant, en fin de compte, en tant que France Payment Forum, à NTWCG, qui est le groupe de travail des banques centrales sur l'euro numérique de gros, wholesale, et que la Banque de France, je le rappelle, a été pionnière en termes d'expérimentation, qui a montré que c'était faisable. Et donc, là, on aborde non pas la vision française, mais la vision européenne. Jacques, le point des travaux. Alors, c'est vrai qu'on en est à la 7e réunion de ce New Technology Wholesale Settlement Contact Group. L'idée qu'il y a derrière est peut-être sans doute, et parce que j'ai affaire à une assemblée de spécialistes, beaucoup moins polémique que le retail CDBC. Le wholesale CDBC, j'allais dire, est sans doute porteur de beaucoup d'espoir et d'avancées en termes d'utilisation des nouvelles technologies. Donc bien évidemment, on parle beaucoup blockchain, DLT, et les travaux à l'heure actuelle, une fois que on a parlé de cette problématique d'euro numérique de gros, et de savoir comment ceci peut s'intégrer dans les expérimentations actuelles, ce qu'on appelle les trials, qui vont être engagés là début mai, avec des expérimentations basées sur une technologie blockchain pour la partie, j'allais dire, DVP, pour la partie actif, que ce soit du payment versus payment ou du delivery versus payment d'un côté, avec l'impact du règlement cash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 3 solutions qui sont étudiées au sein de ces expérimentations. Deux solutions de modèles dits interfacés, avec la solution Trigger de la Bundesbank, la solution Hashlink de nos amis de Banca d'Italia, qui sont 2 modèles complètement interfacés. Il n'y a rien d'euro numérique là-dedans, hein. C'est uniquement comment on règle la patte cash. Et il y a, et c'est pas parce que Alexandre est là, une initiative quand même qui est porteuse je dirais, de la vraie innovation, c'est le modèle proposé par la Banque de France avec une vraie DLT côté cash. Et donc, on va comparer ces 3 solutions au cours de ces différentes waves. Et comme à l'armée, une fois qu'on a fini le tir, on ira au résultat à la fin de cette année pour voir quelle est celle qui correspond au mieux à cette logique d'euro numérique de Banque centrale. Voilà, et puis je reviendrai sur le sujet après. Merci Jacques et Alexandre pour ce résumé sur le sujet. Donc là, on va passer la main à Pierre-Antoine avant de nous parler de la partie carte et stratégie de carton. Pierre-Antoine, peut-être un mot sur l'euro numérique vu d'une banque.
Donc, est-ce que tu peux nous commencer par donner ton avis sur l'euro numérique avant de parler de la partie? Je vois Martina qui me regarde. Bon, je pense que tout a été dit. Hein. Il y a les dimensions. Il y a les dimensions évidemment d'impact sur la solvabilité des banques qui sont bien identifiées, sur lesquelles il y a pas mal de travail qui sont faits, qui sont à nouveau faits. Donc je vais pas revenir dessus. Peut-être juste pour parler paiement, je pense que il y a un certain consensus pour considérer que sur le wholesale, il y a un besoin qui est un besoin immédiat. Et on est tous largement en support de l'initiative wholesale parce que ça répond à un vrai sujet de friction aujourd'hui sur les paiements B2B, particulièrement cross-border. Et donc on aime beaucoup la solution DLT de la Banque de France, pardon. Donc là-dessus, il y a pas trop de débat. Évidemment, je pense que c'est de notoriété publique qu'on s'interroge sur l'euro numérique retail et sur la séquence. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat pour dire qu'un jour ou l'autre, il faudra un euro numérique retail. Le sujet, c'est la séquence. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la souveraineté des paiements européens, EPI, et on considère une réponse immédiate. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille d'arrache-pied pour le déployer. Quelle est la capacité d'un écosystème à absorber quasiment simultanément un euro digital après un EPI, en plus de toutes les évolutions sur les autres modèles de paiement? C'est la question sur laquelle il y a un peu de circonspection, on va dire, à ce stade. On va peut-être demander à Martina de réagir aussi une minute sur ce sujet. Oui, alors, tout a été dit. Quand même, il y a un détail, en tout cas pour nos actionnaires, donc les banques et les acquéreurs notamment, mais pour les banques qui est très important, qui est le coût de tout ça. Maintenant, on a les premiers établissements qui ont fait des estimations sur leur coût d'implémentation de l'euro digital. Et là, quand même, ça jette un froid. Et ça jette un grand froid. Donc je pense que ce sujet-là va agiter beaucoup les débats dans les prochains mois. Pour nous, concrètement, on essaye de rester ouvert par rapport à l'euro digital. On a essayé de poser tout un tas de questions sur d'éventuelles possibilités de coopération. Pour l'instant, on est un peu en attente. Donc c'est à voir ce qui va se passer là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui pour nous a un impact immédiat et j'ose même dire important pour nous, solution de paiement, parce que franchement, en attendant, Apple Pay, PayPal, etc. avancent. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que l'euro digital, est beaucoup plus immédiat et à mon avis va être beaucoup plus impactant pour nous tous à court terme ou à moyen et voire même à long terme si on se donne pas à faire. D'accord. On reviendra sur ce sujet. Donc là, on passe la main à Pierre-Antoine. Donc là, on a parlé de l'euro numérique. On a parlé. Donc là, on va parler, oui, avec Antoine, on va parler de la place de la carte et le point stratégique sur la carte, en France et en Europe. Voilà. Bon, la carte, c'est le principal moyen de paiement. Je vais pas vous l'apprendre. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les projections à un horizon d'une dizaine d'années, même avec le développement du paiement instantané, compte tenu des limites qu'on évoquait tout à l'heure, même avec le développement de pays, on pense que les volumes de paiement par carte seront au moins au même niveau qu'aujourd'hui. Donc c'est les hypothèses que l'on retient, parce que la carte arrive à se digitaliser et se digitaliser très bien, et donc offre aujourd'hui une proposition de valeur qui est inégalée. Et même si ce qu'on souhaite tous, ce pays est un grand succès et va même en proximité, on mettra du temps avant de déplacer la carte à une échelle significative. L'autre évolution qui est notable sur la carte, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a une dizaine d'années, les schémas locaux de cartes restent forts et regagnent quelque part en vivacité par rapport à ce que on aurait pu anticiper. De ce point de vue-là,
le fait que EPI ne soit pas parti sur de la carte dans sa nouvelle version a conduit les banques françaises à se décider à réarmer, entre guillemets, la carte bancaire, ce qui se passe très bien. Et comme finalement la proposition de valeur des ICS, des schémas internationaux, n'a pas énormément grandi par rapport à celle de carte bancaire une fois que carte bancaire est digitalisée, on voit que la part de marché de carte bancaire, mais c'est également le cas dans d'autres géographies sur les schemes locaux, se maintient et devrait continuer de bien se maintenir. Preuve en est d'ailleurs la décision prise par de grands acquéreurs comme JP Morgan de faire de l'acquisition en carte bancaire avec des volumes qui sont extrêmement significatifs. Donc voilà, après la question c'est carte matérialisée, dématérialisée, et comment est-ce qu'on fait pour garder une carte matérialisée qui a suffisamment de valeur, parce que c'est un élément tangible d'identité pour les porteurs. Et puis parce que quand la carte est dématérialisée, on sait tous qu'elle passe aujourd'hui par des XP, et que les XP, c'est particulièrement dans le cas d'Apple qui est dominant en France, une éviction dans le modèle économique de la carte. Donc il y a un enjeu qui est assez fort là-dessus. Donc il y a quand même toute une question autour de quand on reste sur le dématérialisé, comment est-ce qu'on peut profiter ou pas de l'évolution des engagements pris notamment par Apple en termes d'ouverture d'antenne pour créer des solutions concurrentes à Apple Pay, et je crois que c'est des sujets sur lesquels on en parlait tout à l'heure, Thales travaille. Et puis le dernier élément sur la carte, c'est évidemment que EPI peut-être un jour reprenne un support carte en proximité, puisque contrairement à ce qu'on imaginait après le Covid, les schémas de paiement par QR code en Europe et particulièrement en France n'ont pas pris du tout le dessus, parce que la fluidité d'un paiement NFC n'a rien à voir avec un paiement en QR code. Donc pour rassurer beaucoup de monde dans cette salle, la carte n'est pas morte. Merci beaucoup. On passera la parole à Rémi, du coup, pour réagir. Moi, je vais un petit peu confirmer ce qui vient d'être dit. Je me demandais si on allait avoir un débat sur la fin de vie, comme un petit peu le débat qu'il y a à l'Assemblée nationale en ce moment. Donc, là, sur la fin de vie de la carte, tout à fait. Donc, en fait, c'est très important pour nous qui pivotons et qui nous transformons chez Thales de mesurer les capacités de production qu'on va avoir sur les cartes physiques et sur les cartes digitales. Donc, sur les cartes physiques, ce qu'on note pour le marché français, c'est une émission qui se stabilise aux alentours de 37 millions de cartes émises par an, nous et nos confrères, et qui est en très très légère augmentation sur les 5 ans à venir, 0,3% à peu près, donc c'est un peu l'épaisseur du trait. Alors pourquoi ? Parce que les banques systémiques finalement rallongent la durée de vie des cartes, elles passent de 3 à 4 ans, de 4 ans à 5 ans. C'est qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui émettent des cartes. Donc du BNPL, des néobanques, des plateformes de crypto. Et finalement, les géants un peu du digital adorent la carte physique. Donc, voilà, ils adorent la carte physique et ils émettent souvent des cartes physiques très avancées, des cartes métal, des cartes nouvellement en bois. Donc voilà, il y a beaucoup d'innovations finalement sur la carte. Donc sur la partie physique, les priorités de Thales, elles sont plutôt pour rendre les cartes les plus écologiques possibles. Et on travaille sur 2 leviers. Le premier levier, c'est d'avoir beaucoup de R&D matériaux pour éviter le PVC et le plastique. Et le deuxième levier, c'est de réduire très fortement l'empreinte transport et donc de rapatrier nos capacités de production au plus près des lieux où on livre les cartes. Et donc, de manière à nouveau anachronique, on va doubler nos capacités de production de cartes en Europe parce qu'on n'avait pas assez de capacité et on faisait venir quand même une partie de nos cartes d'Asie pour être ensuite personnalisées en Europe. Donc ça, c'est pour le volet physique. Après la projection, est-ce que les cartes vont baisser, les cartes physiques, etc. Bon, c'est un peu dur de prévoir parce que le mobile explose. Cela étant, le mobile explose à 5 ans. On voit en proximité le mobile être utilisé à 20% à peu près. Donc peut-être que ces chiffres sont faux, peut-être que c'est beaucoup plus, mais finalement c'est pas énorme pour la proximité. En revanche, sur l'e-commerce, il y a une explosion du nombre de tokens. Donc sur nos plateformes, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des tokens partout,
Et puis il y a un gros enjeu, c'est que les tokens deviennent de plus en plus un moyen de ne pas avoir de friction dans l'e-commerce. Donc l'expérience, elle est à la fois plus sûre qu'avant avec un token, et elle est en plus plus fluide. Donc, ce qui est une première dans notre industrie. Donc là, la priorité de Thales, parce qu'on voit dans les 5 ans qui viennent 2% d'augmentation par an des nombres de transactions sur le rail carte pour la proximité, donc assez stable, et 7% sur l'e-commerce. Donc toujours une croissance de la carte sur l'e-commerce. Donc, enfin, je vous souhaite que ce soit pas tout à fait le cas, bien sûr. Sur la partie e-commerce, et que ce soit une partie que vous puissiez grignoter, bien sûr. Donc les priorités de Thales sur ce deuxième volet, c'est d'augmenter les capacités digitales de nos plateformes. Donc on a travaillé sur 2 volets. Le premier volet, c'est de rendre l'expérience de livraison, d'accompagnement de la carte physique un peu à la Amazon, c'est-à-dire savoir en permanence où est-ce que vous en êtes dans la livraison de la carte. Et le deuxième volet, c'est de continuer à croître dans la tokenisation et dans l'arrivée de click to pay, qui est mandaté par les schémas de paiement. Ok, merci Rémi. Donc là, on va passer à la 3e partie de la première question sur les projets qui ne sont pas encore structurés au niveau européen, mais qui ont été votés comme les projets réglementaires sur l'identité numérique, lutte contre la fraude, etc. Donc on va rester avec toi Rémi sur la partie identité numérique. Je vois qu'on m'a fait des signes, que je vais être très très bref. Donc, l'identité numérique, on a des expériences dans les pays du Nord qui viennent du privé, pour certaines, et qui rendent gratuit l'usage dans le public. Donc, vous pouvez consulter vos impôts gratuitement, et après, la monétisation du service se fait entre acteurs du privé, et les initiatives sont très très bien déployées. Après, nous, Thales, mais aussi avec BPCE, d'ailleurs, on est dans 2 pilotes pour l'identité numérique à l'échelle européenne. Bon, c'est des projets qui vont quand même prendre beaucoup de temps, donc ils sont cofinancés par l'Union, quand même à hauteur de 50% de nos budgets R&D. Et donc on a une initiative dans les pays nordiques et une initiative franco-allemande, voilà, sur l'identité numérique. Mais à nouveau, je pense que c'est pas tout de suite qu'on aura une identité numérique européenne sur nos wallets. Ce que je propose, c'est qu'on passe la parole sur ce sujet 1 minute à Stéphane, qui nous fait un point sur l'aspect réglementation, parce que je crois, Stéphane, il y a des choses nouvelles dans les quelques jours qui arrivent. Oui, merci Hervé. Comment dirais-je, je parle sous le contrôle d'Eric. Comment dirais-je, règlement EIDAS, EIDAS 2, c'est quand même demain, enfin pas demain jeudi, mais normalement mardi prochain, qui devrait être définitivement publié. Donc ce qui va évidemment enclencher le calendrier de mise en œuvre, calendrier qui est très ambitieux et qui suppose que d'ici novembre 2026, chaque citoyen européen ait à disposition un wallet d'identité numérique, et en 2027 que les grands fournisseurs de services, dont les banques, acceptent le wallet d'identité numérique dans le cadre des procédures d'authentification fortes. Voilà. Bon, donc d'où effectivement les LSP, les pilotes en cours, notamment sur les paiements. On verra, tout ceci est assez complexe, mais en tout cas le calendrier, lui, on n'est pas du tout dans le domaine du virtuel. Le texte, c'est vraiment pour demain. Voilà. Merci Stéphane. Pierre-Antoine, un petit mot sur le sujet. Qu'est-ce que je peux avoir comme sentiment sur le sujet? Non, tous ces projets, en fait, le sujet qu'on a sur toute la problématique de l'identité numérique, c'est encore une fois un petit peu le foisonnement des solutions et le foisonnement des initiatives. Clairement, il y a un enjeu d'identité numérique, et cet enjeu-là, c'est un enjeu encore une fois, de souveraineté et de souveraineté européenne. C'est un enjeu également de fluidité des parcours. C'est un enjeu de souveraineté européenne au sens où c'est la seule façon de reprendre la main par rapport aux grands acteurs du numérique américain. Donc c'est extrêmement important. Le sujet que l'on a, c'est d'avoir le bon projet sur lequel on peut concentrer les investissements,
parce que sinon on n'est jamais à l'échelle et on est toujours un petit peu en retard. Voilà. Merci. Du coup, là, on va passer sur les sujets de lutte contre la fraude avec Luis. Oui, donc moi je veux apporter un peu une perspective lutte contre la fraude, principalement sur deux sujets qui sont la fraude autorisée et la fraude non autorisée. Dans tous les projets en cours, et notamment les projets qui sont en train d'être déployés en Europe en ce moment, soulèvent en fait les infrastructures et les services de paiement instantané. Et cela va avoir un impact important sur le nombre de cas de fraude autorisée que nous on voit à l'échelle internationale, c'est croître énormément. Et les mécanismes, la identité numérique et tous les autres projets autour de la sécurité visent à protéger, et c'est bien parce que tous les systèmes de paiement doivent avoir un système de protection contre la fraude non autorisée, système de protection contre l'usurpation d'identité, système de protection contre transactions non initiées par les consommateurs. Et nous, ce qu'on observe à l'international, c'est que la plupart des banques ont déjà investi sur ce type de solution. La fraude est en train d'émigrer vers la fraude non autorisée, vers la fraude autorisée. On parle concrètement ici d'arnaque, d'escroquerie. Et c'est un type de fraude difficile à détecter. Et donc la manière la plus efficace de lutter contre elle, c'est d'avoir de data. Beaucoup de données. L'enjeu principal sera d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire ces traitements des données en temps réel, avec un enjeu au niveau européen de privacité des données, parce que le machine learning, il s'est fait avec des données. Et donc, faire du machine learning avec peu de données, c'est pas impossible, mais ça relève de la créativité et de l'expérience de la construction des modèles pour arriver au même niveau de résultats d'efficacité. Et également aussi, on voit l'enjeu de temps réel. C'est-à-dire que dans la mesure où ces projets européens pourront faire une analyse en temps réel des multiples sources de données, des biométries comportementales, des données transactionnelles, et on sera capable d'alerter les consommateurs, principalement l'entité financière, pour alerter les consommateurs sur le risque qu'il encourt en termes de transactions frauduleuses de type arnaque. Non après, la complexité de ces sujets reste sur le fait que on ne peut pas nier à un consommateur de faire une transaction. Si les consommateurs ils croient vraiment qu'il est en train d'envoyer de l'argent à son chéri dans une autre pays, on peut rien faire. Mais au moins, il faut mettre en place des mécanismes sur tous ces projets au niveau européen pour protéger les consommateurs. Voilà ce que je veux dire sur la partie. Alexandre, vous êtes le patron de l'OSM, donc est-ce que tu peux réagir sur ce que... Peut-être là-dessus, on a la chance en France d'avoir effectivement un observatoire sur la sécurité des moyens de paiement, à l'origine qui s'occupait que de la carte. Ça remonte à 20 ans de ça, un peu plus maintenant, et qui a évolué il y a 7 ans vers l'ensemble des moyens de paiement scripturaux, pas le cash. Ça, on le gère, la contrefaçon de notre côté, d'ailleurs dans mes équipes également. Cet observatoire réunit tout le monde, évidemment les banques, mais pas seulement. On a les systèmes de paiement par carte, on a les commerçants, les consommateurs, on a les forces de l'ordre, on a beaucoup d'autorités publiques et notamment le Trésor aussi qui fait partie de l'aéropage, la CNIL pour la protection des données privées. Et on constate et on peut confirmer cette tendance que vous avez donnée, qui est que d'un point de vue technique, aujourd'hui, ce qu'on a pu faire au niveau national dans les années fin des années 2000, début des années 2010, qui se retrouvait transposé, il faut pas que j'utilise peut-être ce terme, mais qui s'est retrouvé dans la directive sur les services de paiement deuxième du nom, donc l'authentification renforcée, avec des systèmes de plus en plus sécurisés, de moins en moins facilement fraudable, on va dire, ou vulnérable, eh bien, ces quelques dernières années, on a bien vu que c'est la manipulation des individus, donc les fraudes par manipulation qui se sont largement développées. On a entrepris un certain nombre d'actions cette année, en 2024, pour faire court, avec notamment les opérateurs de téléphonie mobile, pour améliorer la sécurité aussi des infrastructures qui sont utilisées largement et fortement dans les processus d'authentification. On pense que ça va porter un certain nombre de fruits. On est en train de réfléchir aussi avec la profession bancaire à un certain nombre d'autres dispositions. Donc on va aller de plus en plus vers quelque chose où il n'y a pas que la technologie qui est au centre du réacteur, si je peux dire, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour, et donc le besoin d'accompagner au plus près les consommateurs, mais également les commerçants, dans la mise en place de dispositifs qui soient les plus évolués possibles. On a aujourd'hui la DSP3 qui est en
début de discussion et des négociations. On voit qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de mesures qui sont prises autour de ça, et autour notamment des caractéristiques pour faciliter la gestion des remboursements en cas de fraude. Nous y avons travaillé en 2023, on va contribuer, notamment avec les collègues du Trésor, à pouvoir alimenter le texte européen et qu'il aille dans la bonne direction, dans le bon sens, pour qu'on ait une harmonisation européenne dans le domaine et qu'on n'ait pas, on va dire, la maison France qui soit isolée de manière correcte, mais que ça puisse également se fluidifier d'un point de vue des mesures qui sont mises en place au niveau européen. Juste un petit mot, tu crois qu'il faut un OSMP européen ? On a toujours été convaincus qu'un OSMP européen était une bonne idée. On avait d'ailleurs plaidé à une certaine époque pour le faire quand il y avait eu une fenêtre de tir. Mais Eric, qui est présent ici, s'en souviendra. Ses prédécesseurs aussi probablement. Et on le pense toujours aujourd'hui. Oui, on a réussi à avoir un forum des autorités de supervision et de surveillance. Donc en gros, les ACPR et banquiers centraux européens avec Securepay qui a fait un très très bon travail, notamment dans le cadre de la DSP2, mais c'est vrai que d'avoir la partie acteur de marché, voire autre autorité publique, c'est quelque chose d'assez unique que l'on a en France avec cet observatoire sur la sécurité des moyens de paiement. Et je reste convaincu que si on avait la même chose au niveau européen, oui, ça aiderait encore plus, au-delà des textes réglementaires et de la manière de pouvoir les appliquer en bonne intelligence avec tout le monde. Merci. Merci Alexandre. Donc là, on va passer la main à Rémi et Louis en même temps sur le quantique. C'est peut-être pas, voilà, quelques mots rapidement pour rassurer tout le monde. L'ordinateur quantique, là, l'armée française vient d'acheter un consortium de 5 acteurs, un ordinateur pour 500 millions d'euros. Il s'appelle Proxima, qui sera livré en 2032. Donc l'horizon va se rapprocher pour les attaques post-quantum. La bonne nouvelle pour la partie carte que je représente aujourd'hui, c'est que en fait il y a des moyens d'avoir des attaques qui ne seront pas encore réalisables par les performances des ordinateurs quantiques qui ne sont pas encore arrivés, donc dans les 15 ans à venir, en mettant des courbes elliptiques dans les cartes pour ce qui est des transactions online et en passant à l'AES pour les transactions qui montent sur le réseau. Donc, en fait, il y a des algorithmes qui sont déjà largement répandus, qui permettent de voir venir pendant une quinzaine d'années sur la capacité des ordinateurs quantiques. Après, on a un deuxième avantage, c'est que on n'a pas le phénomène de capture now, decrypt later, c'est-à-dire que si quelqu'un capture des données d'une transaction bancaire aujourd'hui, il peut pas en faire quelque chose dans 15 ans. Donc on n'a pas ce type d'attaque. Louis. Et pour complémenter là-dessus, effectivement, le quantique va principalement s'attaquer sur la partie chiffrement des données. Et effectivement, l'horizon, on parle de 15, 20, 30 ans. Déjà à l'heure actuelle, avec le mécanisme et la technologie actuelle, en parlant notamment de machine learning, on peut déjà faire face à ce type de menaces avec une analyse en temps réel des événements qui se passent sous le réseau pour détecter des anomalies. Donc aujourd'hui, on est déjà équipé pour faire face à ce type de menaces. D'accord, merci. Troisième type de sujet. Voilà, là on passe à la complémentarité, parler de la complémentarité de ces projets-là, comment ils se télescopent. Donc là, on va repasser la main à Martina. Tu as déjà un peu abordé ces questions, mais si est-ce qu'il faut élargir un peu? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? On va peut-être demander donc à Alexandre plutôt de réagir sur ce que disait Martina tout à l'heure. Oui, absolument. Alors, je pense que il y a deux axes là aussi qui sont intéressants à regarder avec ce qui se passe avec l'euro numérique. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de volonté des autorités publiques de shortcuter les acteurs de marché. Donc, le partenariat dans les paiements, qui est un partenariat à 2 étages avec les banques centrales et les banques commerciales, alors les prestataires de services de paiement, dorénavant depuis quelques années, c'est un partenariat qui doit continuer et on va faire en sorte qu'il continue. Donc, l'euro numérique ne se fera pas contre les banques. Ça, c'est une chose fondamentale. Il se fera avec les banques. Deuxième apport, c'est celui sur la standardisation. Je pense qu'on en a parlé un petit peu en toile de fond. Là aussi, il y a une volonté de pouvoir aider à une standardisation européenne grâce aux travaux qui sont menés sur l'euro numérique. Et tout ça, c'est sous la houlette de questions de souveraineté,
Premièrement, je pense qu'on a évoqué le sujet, un euro numérique peut aider et aide à cette réflexion-là. Et puis aussi le sujet de la présence de ce lien qui existe aujourd'hui dans le monde physique, du cash, avec les utilisateurs finaux, commerçants et consommateurs. Demain, dans l'espace numérique, on le voit, enfin ce cash aujourd'hui dans l'espace physique diminue fortement. Est-ce qu'on n'en a pas besoin dans l'espace numérique? C'est assez complémentaire de cette question de souveraineté. C'est aussi une question d'option et de choix, notamment pour des critères de confidentialité, d'universalité, d'acceptation des moyens de paiement, de son coût d'ailleurs, qui doit être gratuit pour les consommateurs, qui se posent. Donc je ne pense pas qu'on ait une opposition, je pense qu'on a une option supplémentaire qui se discute et qui se fera de toute façon avec les solutions existantes et avec les acteurs existants. Merci. Martina, juste un petit mot éventuellement. Oui, comme je disais tout à l'heure, on est quand même encore sur beaucoup de points un peu dans le flou, mais dans un flou assez prononcé et difficile pour envisager une vraie coopération. Parce que, enfin, nous, on le voit juste d'un point de vue vraiment opérationnel. Quand on reprend les documents, quand on essaye de dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les solutions de paiement, c'est très difficile de avancer sans cette clarté. Et je peux seulement dire qu'il est nécessaire pour ce fameux partenariat public-privé de plus écouter aussi le privé en termes d'idées, en termes de réglementation concrète. Par exemple, enfin, je sais pas, des choses comme des services à valeur ajoutée, pourquoi c'est toujours pas complètement réglé? Où est la frontière entre ce qu'il faut et ce que peuvent rajouter des acteurs privés? La question des standards. Par exemple sur l'acceptation, est-ce que on développe un standard commun européen ou est-ce que chacun fait le sien? Après on me demande mais est-ce que vous allez utiliser le standard de l'ECB? Je peux seulement dire que nous on commencera 3 ans en avance à minima. C'est plutôt est-ce que l'ECB est prêt à nous associer aujourd'hui pour définir un standard? Donc toutes ces questions vraiment très opérationnelles et concrètes, il reste dans l'air et sans ça, enfin, je pense qu'on n'arrivera pas à des choses au-delà des bons principes et des déclarations d'intention. Jacques, je crois que tu veux réagir. Juste clarifier là-dessus. C'est important. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas d'opposition. Nous, on a toujours soutenu EPI, d'ailleurs, et comme on soutient aussi carte bancaire de manière très forte. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Carte bancaire a toujours été un joyau de l'industrie bancaire française. Il faut qu'il continue à l'être. Juste sur cette articulation-là, elle est importante. Aujourd'hui, il y a très clairement une initiative privée et qui est pas globale, pan-européenne, mais qui est avec une force d'inertie forte, portée notamment par EPI. On verra si carte bancaire peut créer la même chose, mais portée par EPI, en tout cas, d'un point de vue partiellement pan-européen. C'est extrêmement positif. Je pense que tout ce qui est fait, et ce qu'on essaie, nous, en tout cas, de défendre au niveau Banque de France, dans ces travaux techniques dont je parlais tout à l'heure, et les fameuses définitions des rulebooks du scheme, qui sont des définitions participatives avec la partie standardisation, que ce soit sur la carte. En commun. Donc vous êtes prêt à travailler en commun avec truc pour avoir un standard dès le démarrage. Que ce soit sur le CET INST, qui probablement devra un peu évoluer pour pouvoir aussi s'accommoder d'un euro numérique s'il vient un jour, ou sur l'acceptation avec Nexo. J'en cite quelques-uns pour montrer que ce panel-là est identifié. Ce n'est pas nécessairement simple de faire tout ça en même temps, mais qu'on a ouvert les portes et on a ouvert les streams. Donc le sujet est sur la table, c'est ce que tu dis. Voilà, le sujet est sur la table, il est identifié, les liens sont en train de se créer. Ça prend du temps, ça par contre c'est une vraie réalité, ce qui n'est pas le temps du projet EPI, et c'est parfait par ailleurs, mais c'est là et ça va continuer d'être là. Jacques, tu voulais rajouter un mot? Moi, je voulais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la partie wholesale CDBC. Je note le point de ce partenariat public-privé. La seule chose qui est un petit peu ennuyeuse à l'heure actuelle, c'est que aujourd'hui, tous les projets qui sont prévus au niveau wholesale CDBC sont des projets à dominance blockchain publique.
Et un résultat des courses, on va se retrouver avec sans doute des poches et une intégration qui ne pourra pas se faire. On parlait de fragmentation tout à l'heure. Donc je pense que là, il y a un effort aussi, et là je prends uniquement une casquette wholesale, CDVC, à faire pour essayer d'associer en fait le public et le privé, avoir des blockchains mixtes qui permettent d'associer ça, qui permettront aussi d'obtenir, à mon avis, ce qui est quand même très prometteur, c'est ce que j'appelle les modèles intégrés, où les assets et la partie settlement sont complètement intégrés. Souvenez-vous à l'époque, ceux qui ont connu du RGV, du relis de grande vitesse, etc. Les modèles intégrés, c'est quand même là où on a le plus de valeur ajoutée et d'effet de levier. Et ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il y a une belle initiative qui est en cours, qui est portée par la BIS. Donc on ne peut pas dire que c'est une banquette de province. C'est la Banque des règlements internationaux dont tu parles. Je te remercie. Et cette initiative est justement très intéressante parce qu'elle part du principe qu'on fait une blockchain mixte, public, privé. Et donc là, on pourrait retrouver quelque chose où on pourrait associer les partenaires privés, un premier titre que sont les banques, par exemple, dans cette évolution des blockchains. Merci. Et c'est dommage. Ça ne fait pas partie des expérimentations qui sont testées par l'Eurosystème. Peut-être que ça va venir avec le cadre européen. On va passer à la carte, parce qu'il y a à la liaison carte IP. Ouais, avec Pierre. Bon, la question est assez claire. Oui. En France et en Europe. Non, qu'est-ce que je peux dire d'intelligent? Je crois qu'on est assez convaincu que il y a une convergence technique des standards. C'est-à-dire que l'ISO 20022 a pris complètement pied dans beaucoup de domaines des paiements, à une exception qui est le domaine de la carte. Et pour autant, on sait qu'il y a une tendance de fond, on sait que Nexo, sur l'acceptation, s'appuie sur ce standard ISO 20022. On sait que quand on se projette dans le temps, un horizon de 10-15 ans, il va y avoir une convergence des schémas des rails de paiement, d'une façon ou d'une autre. Et le pays est un bon exemple de ce point de vue-là. Et je pense que un des enjeux un des enjeux que va avoir au pays quand il va aller vers le commerce, c'est comment est-ce qu'on utilise au maximum des standards qui sont partagés par tous, et donc en particulier l'ISO 20022, pour simplifier la vie des implémentations et surtout faciliter l'interopérabilité entre les schemes. Je pense que c'est un point qui est très important, qui paraît peut-être un petit peu guerre des étoiles en 2024, mais qui va probablement arriver assez vite comme enjeu pour nous. Donc une standardisation globale, IP et carte, une convergence, quoi. Une convergence technique, oui. D'accord. Rémi, tu dis que la carte, elle peut avoir deux fonctions, fonction de sécurité, mais aussi rail de paiement. Est-ce que tu peux... Oui, tout à fait. Donc là, je ne parlerai pas des rails carte ou des rails instant payment, mais plutôt partir du constat que le sans contact a plié le game. C'est-à-dire que l'expérience dans une grande partie des commerces de proximité, le consommateur raffole du sans contact. C'est la même chose dans le métro, c'est la même chose dans différents transports en commun. Maintenant que l'iOS permet d'accéder à l'antenne, ça change la donne. C'est-à-dire que ce qui n'était pas possible devient possible. Et je pense que les cartes physiques, mais surtout les tokens EMV qui sont dans les wallets d'instant payment, sont une bonne réponse. Donc, en clair, un token EMV peut très bien être un token d'un IBAN et pas d'une carte, et déclencher après un ensemble de traitements instant payment ou Hero. Je vous laisse élaborer. Merci. Si personne ne veut réagir, on va redire quand même un petit mot de la relation euro-numérique de détail et de gros, éventuellement. Je ne sais pas si tu veux... Vous, Banque de France, vous êtes à l'initiative, malgré tout, de ça, de ce sujet. Sur le wholesale, en effet, et on travaille sur les deux ardemment.
Voilà. Comme à peu près tout le monde le sait. Et alors, Jacques l'a dit finalement un petit peu tout à l'heure, mais les drivers sont différents dans un cas comme dans l'autre. Sur le wholesale, il y a une vraie demande de marché. Enfin, Pierre-Antoine en parlait aussi tout à l'heure, qu'il faut encore d'ailleurs qu'elle se concrétise. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pilotes d'expérimentation. C'est pour ça que, oui, nous, on avait vu quelque chose d'intéressant pour l'ensemble des acteurs. On a transporté le sujet de manière forte au niveau européen. Avec la BCE aujourd'hui, on a une phase, il y a 2 vagues d'ailleurs de recrutement, on va dire, de pilotes d'expérimentation qui sont en cours. On veut atterrir tout début d'année prochaine sur ces éléments-là. Je pense qu'on est en bonne voie. On va répondre aux demandes de marché dans la question plus globale de l'évolution, de toute façon, de nos services d'infrastructure, donc les services target que l'on fournit à la place de manière générale. Donc là, on est témoin d'une évolution technologique, on l'encourage et on joue dedans un rôle opérationnel assez fort. C'est pas désynchronisé de ce qu'on fait sur l'euro numérique, mais c'est évidemment un petit peu différent. Maintenant, on parle toujours d'un euro, mais dans des cas d'usage complètement différents. D'accord. Jacques, tu veux rajouter un mot, très court, mais quand même? Oui, je dirais, je vais vous donner une banalité sans nom, mais un euro, c'est un euro. Et qu'il soit d'un système retail ou d'un système wholesale, ça reste toujours le seul et unique euro. Et donc je pense qu'on a une bonne opportunité de commencer vers quelque chose de robuste au niveau wholesale, où on va pouvoir faire des expérimentations, on va pouvoir essuyer les plâtres, j'allais dire en interbancaire, qui sera d'autant plus facile de voir un peu les erreurs qui ont été commises au niveau wholesale et au niveau interbancaire pour les corriger si on veut mettre en place un système retail. Souvenez-vous, l'euro, c'est pas 2002 l'euro. L'euro, c'est 1999. On a commencé par le wholesale et ensuite on est passé à l'aspect retail. Reste toujours ma sacro-sainte question. En 3 ans, on a pu le faire. Oui, on a pu le faire. Et ma sacro-sainte question, c'est quand je vous parle d'un euro de wholesale ou d'un euro retail, ça reste un euro. Vous allez me dire, ah ben non, il y en a un, il est produit par la banque centrale, c'est une monnaie centrale, et de l'autre côté, c'est une monnaie commerciale. Oui, mais de quoi parle-t-on? Madame Michu, quand elle va à sa boulangerie, elle, ce qu'elle veut, c'est récupérer son pain et payer son pain. Et donc, qu'est-ce qu'elle va utiliser comme moyen de paiement? Un wallet euro numérique, un wallet sur son portable, du cash? Je pense que c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Merci. Je t'ai vu, Pierre-Antoine, un peu acquiescé lorsqu'on a parlé euro numérique de gros détails. Tu veux juste ajouter un mot, peut-être? Non, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que je pense que travailler sur le wholesale aujourd'hui est probablement assez prioritaire. Il y a un vrai besoin et ça permet effectivement d'apprendre, même si on n'est pas complètement sur le même outil, mais c'est quand même ça permet quand même d'apprendre. Merci. Merci. Du coup, on passera aux solutions de lutte contre la fraude avec Luis sur solutions court terme, long terme. Court terme, long terme, ce qu'on peut faire à court terme, ce qu'on peut faire à long terme au niveau européen. Sur le court terme déjà, les solutions sont déjà à être mises en place. Eric, écoute. Sur le court terme déjà, ça fait partie du projet. On ne va pas lancer un projet d'une solution monétique ou une solution de paiement sans un système de protection contre les fraudes non autorisées. Donc tous les systèmes qui vont dans la protection des consommateurs dans le cadre de l'usurpation d'identité, les initiations non autorisées des transactions, tout support compris. On parle des paiements instantanés, on parle des Wiro. Demain, l'euro digital, il va utiliser des rails de communication, on va initier un paiement, une transaction, et aussi également la carte virtualisée dans l'avenir. Donc toute transaction initiée, donc déjà un système, quelque chose qui est par défaut, c'est les systèmes de protection, des détections de la fraude non autorisée, avec des capacités de détection aussi toujours en temps réel, parce qu'on a un enjeu des paiements instantanés en moins de 10 secondes. Demain, et même aujourd'hui, sur ce qui, pour moi, c'est l'enjeu à venir, c'est la fraude autorisée, la manipulation par les criminels pour réaliser des transactions qui seront validées par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Déjà, la base, c'est les solutions existantes pour la fraude non autorisée, auxquelles il faudra rajouter plus de données.
et on va devoir construire des modèles de machine learning assez poussés, toujours en trouvant l'équilibre entre la privacité des données, le PII, et la capacité à détecter des indices d'arnaque ou d'escroquerie. Et ensemble avec des autres acteurs, les réseaux sociaux, les opérateurs mobiles et éducation et sensibilisation des grands publics, campagne de sensibilisation au grand public, c'est important de faire de l'éducation là-dessus pour ne pas être mis surpris par un arnaqueur. On a tous été, j'imagine ici, appelés au moins une fois pour un appel en conformation ou un emploi sur LinkedIn. Donc là, c'est quelque chose qui va venir vraiment en force dans les années à venir. Je t'ai vu un peu réagir, Alexandre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire au niveau européen et qu'on ne fait pas aujourd'hui? On a parlé d'OSMP. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire? Non, j'ai juste toussé, je pense. Mais c'est la météo dehors. C'est pas du tout les propos qui étaient très très bienvenus. Non, mais moi, je reste convaincu que le corpus réglementaire que l'on a est un bon corpus réglementaire. Donc la DSP2 a vraiment ouvert une voie intéressante qui a été peut-être un peu compliquée à faire passer avec les différents acteurs, mais une fois que la chose a été expliquée, qu'elle a pu être implémentée avec le temps qu'il a fallu sur l'authentification renforcée, notamment, ça a été quelque chose de très positif. Et je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'assurer de ce qu'il y a autour. Donc pour moi, ce qu'il y a autour, c'est effectivement ces fraudes par manipulation. Encore une fois, on y travaille. Je pense que on va pouvoir confirmer les cadres, notamment de remboursement au niveau européen. C'est une très bonne chose. On l'a fait. On a essayé d'expliciter au maximum au niveau français. Je pense que c'est utile et je pense que ce travail va pouvoir l'alimenter. Oui, tout à l'heure, en répondant à ta question sur un éventuel observatoire sur la sécurité des moyens de paiement européens, je trouve que ça aurait toute sa place et toute sa justification, c'est sûr. Mais on a déjà pas mal de choses, donc les choses sont déjà bien et on va dans la bonne direction. On a vu sur l'authentification forte que quand on est passé au niveau européen, on a pu généraliser, y compris en France. Oui, ça a été un long chemin, comme toujours. C'est-à-dire qu'il a fallu que l'ensemble des parties travaillent de consort. Et je dirais là-dessus, il y a aussi les commerçants qui ont eu un rôle fondamental. Nous, à l'époque, l'Observatoire avait organisé des groupes spécifiques dédiés qui vivent encore d'ailleurs aujourd'hui pour mettre autour de la table, certes, les banques et les prestataires de services de paiement, mais également les commerçants et les consommateurs pour travailler au maximum là-dessus. Enfin, j'entendais tout à l'heure Pierre-Antoine qui parlait des parcours ergonomiques, d'utilisation des moyens de paiement digitaux. Évidemment, c'est une préoccupation majeure pour Martina et tant mieux. Le pays va y travailler et va nous permettre aussi d'avancer là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout 15 ans en arrière ou ne serait-ce que 10-12 ans en arrière où on avait encore des difficultés avec ces outils-là. Aujourd'hui, l'authentification, la sécurité s'intègrent beaucoup mieux dans les outils digitaux qui sont à notre disposition. Alors, on va essayer de conclure peut-être aujourd'hui, donc chacun une petite minute pour tenir dans les timings. Je te laisse. On commence par Pierre-Antoine. Donc, quelle dynamique pour que tous ces projets convergent, voilà. Oula. Écoutez. Je pense qu'on a une masse d'investissement. Tous les acteurs ont une masse d'investissement devant eux parce qu'on a parlé des projets, mais il y a aussi des enjeux technologiques, des enjeux de déploiement liés génératifs. Je vous cache pas que les discussions budgétaires sont extrêmement lourdes. Je ne sais pas si on peut faire converger les projets, mais par contre, on peut militer pour qu'il y ait un peu d'ordre dans les projets et que tout n'avance pas au même rythme forcément. Et donc, je pense que je vais parvenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a le deuxième volet, qui est la potentielle mutualisation des investissements entre acteurs. Parce que on est quand même face à des géants de la technologie, quand on parle un peu du marché des paiements, qui sont chacun individuellement beaucoup plus gros ou sensiblement plus gros que la plupart d'entre nous des banques françaises réunies. Et donc on a un enjeu de capacité à investir au bon rythme. Et ça devient aussi un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire que quand il y a une débauche d'évolution réglementaire qui demande des investissements,
c'est pas forcément les acteurs européens qui sont capables de suivre la cadence. Et donc, c'est un point de vigilance pour nous, et je pense qu'il doit être partagé par les autorités. On peut pas tout faire, et les banques françaises en particulier ne peuvent pas tout faire en même temps. Du coup, on passe la main à Martina. Je pense que dans tout le débat qu'on a eu là, ce qui manque un peu, c'est le focus quand même sur l'élément unificateur par excellence, qui est le commerçant. Parce que les commerçants, notamment pan-européens, ils ont un intérêt qui est l'intégration unique et pas par pays. Et donc ça, il faut absolument composer, travailler avec les commerçants. Je pense que ça, c'est extrêmement important si on veut y arriver. Parce que si on le prend que par le côté national bancaire, je peux là seulement constater que les différences restent très importantes. On en pâtit, parce que mener un projet européen, ça veut dire pays par pays prendre la base, et donc la situation existante et les situations sont très différentes. On a avec chacun des marchés des difficultés particulières, et en face de ça, on a un commerçant qui a une demande unique. Et donc là, je pense que ça, c'est absolument crucial pour réussir. Donc pour moi, le facteur clé de unification future, c'est ce travail avec le commerçant. Merci. Alexandre, du coup. Vraiment très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu d'indépendance stratégique, qui n'est plus un vilain mot, j'ai pu le dire ici d'ailleurs à une ou deux occasions récemment, en tout cas dans l'année passée, cet enjeu-là est extrêmement important. C'est un enjeu qui implique les autorités publiques par définition. Rien que les mots constitutifs d'indépendance stratégique veulent dire que les autorités publiques ont un rôle à jouer, opérationnel et réglementaire, deux facettes un peu différentes, mais que ça se fait évidemment avec les acteurs de marché. Donc l'interaction avec les acteurs de marché, multipartite, pas seulement les acteurs du monde financier, mais également les utilisateurs finaux, c'est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on crée de mieux en mieux les conditions pour que ça se passe. Ça peut être perfectible, mais je suis plutôt optimiste, et donc je pense que ça va dans la bonne direction et qu'on va continuer à le faire de manière, j'espère, la plus efficace possible. Jacques, quelque chose à ajouter ? Non, moi en fait, il y a quelques barrières que l'on vient de dépasser, et il y a une barrière qu'on a du mal à dépasser ensemble, qui s'appelle la barrière du business model. Aujourd'hui, quand on parle du schéma carte, le schéma carte, il est basé essentiellement sur un modèle de commission interbancaire sur lequel on a passé des heures carrées dessus. Et quand je réfléchis au partenariat qu'il peut y avoir, ça me fait penser aux travaux qu'on est en train de mener au niveau de l'EPC sur les schemes, que ce soit le scheme Request to Pay ou le scheme SPA, où on a enfin fait sauter un verrou qui est de dire essayons de parler quand même service et paiement pour ce service. Quels sont, alors on a parlé des fees borne by the player, etc. Mais je pense qu'on a abordé le vrai sujet, qui est de dire comment le business model peut s'établir entre les différents acteurs, parce que certains sont prêts à jouer. J'ai entendu des corporates qui disaient mais dites-moi, est-ce qu'il faut que je paye pour un IP et pour que ça aille plus vite? Idem pour la partie ce qu'on appelle des TPP, et je vais pas rentrer dans tous les débats qui ont lieu au niveau du SPA ou du SRTP, mais je pense que là il y a une idée, c'est que on peut parler de ces sujets et on peut essayer de trouver le bon business model qui permettra aussi de faire fonctionner tout ça. D'accord. Donc, comme les Américains, il faut avoir un business model pour pouvoir avoir des projets européens. Le suivant, c'est Rémi. Ouais, alors nous, je pense qu'on constate que nos clients, les banques françaises, le GIE carte bancaire, les acteurs de l'écosystème de paiement font face à de la fragmentation. Donc notre objectif, c'est de proposer des solutions qui sont cloud natives. Et pourquoi cloud native? C'est que vous payez ce que vous consommez. Et donc les solutions qui vont être émergentes
vont pas tout de suite avoir remplacer la carte ou avoir des énormes volumes et des effets d'échelle, donc il faut qu'elles payent peu. Et puis on va avoir des solutions qui vont stagner quand même un petit peu en volume, sur lequel on voudra que les coûts des opérations baissent à volume constant, et voir qu'on réduit si jamais les volumes tendaient à baisser. Merci. Louis, du coup, pour conclure. Depuis notre perspective fraude, l'élément fédérateur, c'est difficile à trouver une réponse là-dessus, mais je pense que si on pense que le consommateur finalement est l'utilisateur de tous ces systèmes de paiement, dans la mesure où les consommateurs ont la confiance dans ces nouvelles solutions pour l'utiliser, pour aller acheter du pain le matin, etc. Donc là, l'élément essentiel, c'est de créer la confiance au sein des consommateurs. Pour cela, il faut investir dans des systèmes de protection de fraude, les deux types de fraude principales dont j'ai mentionné, la fraude autorisée et non autorisée. Et c'est là, depuis ma perspective, va aider à l'adoption de ces types de systèmes, va créer une fédération naturelle. Finalement, c'est le consommateur qui décide quelle solution utiliser. Merci. Merci. Merci beaucoup les amis de tous ces sujets. On peut les applaudir.